Bonsoir à tous, il est 19 h, l'heure de vous informer sur la première. Et dans l'actualité, ce soir, la trêve a été de courte durée. Ce jeudi, les blocages ont vite repris, ils sont même en augmentation. Une dizaine de barrages ont été signalés dans toute l'île et nouveau phénomène inquiétant, l'émergence de barrages sauvages ou tenus par des personnes qui sont hors du contrôle des leaders du mouvement contre l'insécurité. Jeudi 8 mars, à l'occasion de la Journée de la femme, nous avons voulu savoir qui sont ces femmes que l'on retrouve en première ligne sur les barrages. Des femmes mahoraises qui sont une nouvelle fois en première ligne pour défendre l'avenir du département. On terminera avec la politique. Après un premier échec aux législatives, il revient plus déterminé que jamais. Daniel Zaidani, candidat du MDM, sera avec nous ce soir. Voilà pour les titres, mais avant de développer ces informations, cette nouvelle de dernière minute, pas de rentrée scolaire pour des milliers d'élèves du primaire ce lundi. Réunis au conseil départemental cet après-midi, les élus ont décidé de ne pas ouvrir les écoles primaires. Ils appellent même l'ensemble des parents d'élèves à garder leurs enfants à la maison pour éviter tout risque de débordement. Je vous écoute d'écouter Mohamed Bakar au micro d'Assadir Azafitseno. Pour la suite du mouvement, je ne reviendrai pas sur ce qui a été décidé par les maires, l'ensemble des élus, notamment la fermeture des mairies, ne pas organiser les élections puisque nous ne sommes pas dans la sécurité, même s'il y a eu des menaces, des intimidations, mais les maires ont décidé de ne pas continuer ce travail tant que la sécurité n'est pas garantie. Deuxième chose, c'est comme les services de la mairie sont tous fermés, il n'y aura pas d'école puisque les écoles de communes seront fermées, le primaire, il n'y aura pas d'école. Et nous conseillons aussi la population et les parents d'élèves de ne pas envoyer leurs enfants dans les collèges et les lycées parce que tout simplement ces enfants vont se retrouver là-bas sans sécurité et les maires se détachent de toute responsabilité qui adviendrait dans les lycées et collèges. Et les élèves sont justement les premiers concernés par ce mouvement contre l'insécurité. À quelques jours de la rentrée scolaire, certains d'entre eux ont décidé de rejoindre le front des barrages. Des lycéens que Génial Toumani et Géraldine Louis ont rencontrés au carrefour Ngwezi de Chirangui, munis de leur pancarte. Reportage. Sur leur pancarte, ce message: réussite avant tout, ne nous oubliez pas. À quelques jours de la rentrée des classes prévue lundi 12 mars, une poignée de lycéens est venue sensibiliser les grévistes du carrefour Ngwezi, près de Chirangui. Conscients de l'insécurité ambiante, conscients aussi de la nécessité de se rendre en cours, surtout à quelques mois du bac. Nous aussi nous sommes français et nous aussi on a nos droits, on a aussi nos devoirs. Donc aujourd'hui on revendique nos droits. On a besoin d'aller à l'école, on a le droit d'aller à l'école, on a le droit d'avoir des professeurs, on a le droit d'avoir les mêmes choses que ceux qui sont en métropole et ceux qui sont à La Réunion, au Dom-Tom. J'ai mal au cœur lorsque je reçois un coup de fil à la maison pour me dire de me rendre au plus vite à l'école parce que mon enfant a été agressé ou racketté. Ça me fait vraiment mal au cœur et je ne suis pas la seule parce que tous les Mahorais c'est comme ça. Et si je suis là, c'est justement pour nos enfants. Et quand je vois ceux qui passent le bac, j'ai encore plus mal au cœur. Aujourd'hui, ma colère est d'autant plus grande. Nous, ce qu'on demande à l'État, d'avoir pitié à ce jeune en fait, à ce jeune qui veulent apprendre, à ce jeune parce que ce sont eux l'avenir de demain de Mayotte. Si on les laisse pourrir, c'est que demain Mayotte va être comment ? À l'heure où des discussions sont en cours pour savoir ce qui se passera lundi, certains grévistes tentent déjà de rassurer. On dit aux parents, aux élèves de se calmer, toute chose à son temps. On n'est pas là pour les détruire, on est là pour les aider. Parce que rien ne sert de donner les cadeaux empoisonnés. Le cadeau empoisonné, selon lui, c'est l'insécurité présente encore dans les établissements ou les bus scolaires. Insécurité qui régnera si le gouvernement ne fait rien. Il faut donc maintenir la pression. Et nous partons directement à l'Assemblée nationale où le Premier ministre s'est exprimé pour la première fois depuis le début de cette crise. Je vous propose d'écouter sa réaction. La première réponse est évidemment
la sécurisation des écoles, et ce, dès la rentrée, qui doit intervenir et qui interviendra lundi prochain. Toutes les dispositions ont été mises en œuvre pour faire en sorte qu'aucun élève, aucun enseignant, ni aucun agent travaillant dans les établissements ne soit menacé. 3 escadrons de gendarmerie mobile sont en cours de déploiement sur l'île, ainsi que des agents de sécurité et des médiateurs de l'éducation nationale. Des forces supplémentaires arriveront mardi. Avec Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous avons prévu une mobilisation totale des forces de l'ordre. Une intervention qui a eu lieu au Sénat, comme vous venez de le voir, et vous retrouverez l'intégralité de l'intervention du Premier ministre dans le journal de demain. Plus le conflit perdure, plus les barrages sauvages se multiplient. Nouvel exemple cet après-midi, une dizaine de jeunes ont bloqué le rond-point de Doujani en direction de Tsunzu pour raqueter des usagers de la route. Mais ce barrage a été rapidement levé par les forces de l'ordre. Ils sont restés sur place pour sécuriser la zone et permettre aux automobilistes de circuler vers le sud. Zora Abdoukafé et Assadir Adafiteno. Il est 16h30, le barrage est toujours en place, la tension est palpable, mais les gendarmes ne font pas immédiatement usage de leurs blindés pour le dégager. Après quelques échanges avec des leaders, les manifestants acceptent de lever le barrage, qui est refermé immédiatement après leur passage. Un barrage spontané qui n'est pas sous le contrôle du collectif ni de l'intersyndicale, une réaction de ras-le-bol de personnes de Koungou qui trouvent que leurs revendications ne sont pas écoutées et qu'il faut augmenter la pression. Nous avons constaté que les gens de Koungou, on a constaté comme quoi que c'est la route que tout le monde passe pour faire ses opérations en business, tout ça. Il y a tout le sud, le nord, l'est qui est fermé, mais ça fait déjà 3 semaines, on n'arrive pas à trouver de solution. Et on s'est dit que dans 2-3 jours, les élèves doivent aller à l'école. Et si maintenant il n'y a pas de bus pour ramasser tout ce que vous voyez autour là, ça va faire pagaille chez nous. Et nous on sait très bien que chez nous ici, quand ça dégénère, même on n'arrive pas à suivre. Après être allé jusqu'au rond-point de Longoni, la colonne de gendarmerie fait demi-tour et repasse par Koungou. Le barrage est alors spontanément dégagé. Les automobilistes passent en circulation alternée. Ce barrage de Koungou montre que la situation se tend. La balle est bel et bien dans le camp du gouvernement. Et ce jeudi, un barrage sauvage a été érigé à l'entrée de Dembéni en venant de Mamoudzou, une première depuis le début du mouvement. Un barrage qui n'est pas reconnu par les grévistes du collectif contre l'insécurité. Selon les personnes sur place, le passage devrait être ouvert vers 20h30. Des images signées Géraldine Luy. Et nous partons à Longoni et Tsararano maintenant, qui coupent l'accès au chef-lieu, où les manifestants coupent l'accès au chef-lieu. Ils ont été mis en place après la journée d'hier, ces barrages. Ces zones restent des axes stratégiques pour les grévistes. Le point avec René Lataste et Farouk Seni. 2 barrages de rondins, de feuillage et de pneus à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. Environ 200 personnes sur ces 2 points, 4 fois plus que mardi dernier. Le port est coupé du reste de l'île. C'est un choix stratégique, mais c'est surtout pour démontrer aussi qu'au fur et à mesure, on va monter jusqu'à ce qu'on y ait un gain de cause, jusqu'à ce qu'il y ait une considération de la part du gouvernement. Voilà. Donc aujourd'hui, on est au port, mais ça va monter. Le poumon économique. C'est le poumon économique de Mayotte et on va monter encore plus que ça. Il faut que le gouvernement comprenne que la situation de Mayotte n'est pas une situation à prendre à la légère. Il y a eu hier la réunion des ministres et ce qui en est sorti n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons. Il faut que le chef du gouvernement comprend enfin cette situation et apporter des réponses à la hauteur de la demande de la population de Mayotte par rapport à cette situation d'insécurité. Les véhicules prioritaires passent, les piétons aussi, même s'il y a parfois débat entre les manifestants, certains voulant les empêcher de franchir le barrage. À Tsararano, en revanche, les piétons sont obligés de contourner dans des conditions difficiles l'obstacle. Et ce matin, un incident a opposé manifestants et gendarmes. Ce matin, on a érigé le barrage au niveau de Tsararano. Un camion de gendarmes arrive et force le barrage. Pour nous, ce n'est pas le bon exemple. Là, nous sommes en train de réclamer
des outils, du personnel, des agents de police, des gendarmes aussi, pour qu'ils viennent renforcer la sécurité aussi au niveau de Mayotte. Et on se retrouve agressé par ces gendarmes eux-mêmes. Les barrages restent en place toute la journée. On l'appelle Douli, il est victime des coupeurs de route. C'était il y a 2 ans, aux environs de Tsararano. Aujourd'hui, les souvenirs douloureux sont toujours vifs à l'occasion de cette grève contre l'insécurité. Il était temps que les Mahorais réagissent, dit-il. Il lance un appel au gouvernement pour que des aides soient accordées aux victimes d'agressions comme lui, Henriette Bonaïssa et Daniel Abdou. Ce 16 juin 2016 est une date que Douli n'oubliera pas. Alors qu'il se rendait à son travail en compagnie d'un copain, il tombe sur un guet-apens aux environs de Tsararano, un tronc d'arbre sur la route et c'est le cauchemar. Il y a eu 4 personnes qui sont sorties des forêts, cagoulées et tout ça, qui sont venues sur moi, qui ont commencé à me donner des coups de bâton, à me battre et tout ça. Et puis moi, je commence à riposter et puis à essayer de les repousser un petit peu. Ils étaient 4, je ne pouvais rien faire de toute façon. Et puis là, il y en a un qui sort, je ne sais même pas si c'était une machette, parce que les choses se sont passées tellement vite qu'il a sorti un chombo ou une machette, je ne sais plus. Et qui a soulevé en me disant « Ouais, on va tous vous tuer ici ». Et le gars, il sort ça et puis il balance sa machette. Il voulait me taper sur la tête. Et en voyant ça, réflexe, je lève la main pour me protéger. Heureusement, j'avais une montre en inox. Et cette montre-là, je dirais que grâce à cette montre, j'ai toute ma... J'ai pas toute ma main, parce que la main, la façon dont elle est aujourd'hui, je ne peux pas l'utiliser à 100%. Mais heureusement, la main n'est pas partie par terre. De la violence gratuite, Douli n'a pas de mots pour qualifier ces agresseurs qui n'ont pas arrêté de faire du mal aux gens, dit-il, de grands bandits qu'il fallait tous mettre hors d'état de nuire. L'État est absent. Qu'on vienne nous dire que la violence a baissé, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, personne n'est à l'abri. Ça m'est arrivé à moi, mais ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre. Et ça pourrait peut-être m'arriver encore. Moi, c'est ce sentiment-là. Moi, je vous dis, il y a eu un moment où je me disais même, pourquoi ne pas... c'est dingue de dire ça. Pourquoi ne pas partir de Mayotte mais je ne partirai pas d'ici. C'est chez moi, quoi. Aujourd'hui, il n'a pas à 100% l'usage de sa main gauche. Ce père de famille s'est débrouillé tout seul pour se refaire une santé. 2 ans après, il est toujours angoissé et cette colère des Mahorais était selon lui prévisible. Je vais être peut-être dur, mais je trouve même que les gens ils sont trop gentils. Parce que ça fait des années que... Et c'est légitime, quoi. C'est légitime. Je veux dire, soit on est français, soit on ne l'est pas. Je veux dire, nous, ce qu'on demande, c'est quoi? C'est juste comme tout Français qui est à métropole, on demande quoi? À vivre tranquille chez soi. Revendiquer la sécurité sur le territoire, c'est une bonne chose pour lui, mais il ne faut pas oublier toutes les victimes de violentes agressions comme lui qui n'ont bénéficié d'aucune aide et qui sont toutes seules. Et je vous propose de revenir sur les images de ce barrage sauvage érigé à l'entrée de Dambéni en venant de Mamoudzou. Une première depuis le début du mouvement, un barrage qui n'est pas reconnu par les grévistes du collectif contre l'insécurité. Et selon les personnes qui étaient sur place, il devrait être ouvert vers 20h30 ce soir. Des images signées Géraldine, lui. Le combat contre l'insécurité à Mayotte se mène aussi à Paris. Une poignée de Mahorais vivant en métropole ont décidé de se mobiliser. Hier, ils ont relayé la détresse de la population devant l'Assemblée nationale. Le député réunionnais de la France Insoumise, Jean-Hugues Ratenon, est venu pour soutenir ce rassemblement qui s'est terminé par le chant de la Marseillaise. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de Moira Dinen et Leila Zelouma.
Pour calmer la situation, il faudrait que le gouvernement aille à Mayotte. Ça fait presque 3 semaines qu'ils se mobilisent, qu'ils appellent justement, ils appellent à l'aide, ils appellent à assistance à personnes en danger. Donc il faudrait que le gouvernement annonce la venue de plusieurs ministres, voire du Premier ministre à Mayotte dans les heures, voire dans les jours à venir, et qu'on ouvre véritablement les discussions avec le peuple mahorais. Le peuple mahorais est un peuple très calme. Il faut discuter avec eux. Puisqu'on est en train de vivre le chaos là-bas, on n'est pas très loin de la guerre civile. Il faut absolument que le gouvernement parte sur le terrain pour constater la situation. Je suis une Mahoraise qui plus encore, et j'ai été encadrée par les chatouilleuses de Mayotte. Et c'est pour cette raison qu'on est là pour crier haut et fort la doléance des peuples mahorais qui sont opprimés, je dirais, abandonnés par le gouvernement et qu'on ne peut même pas sortir. En plein jour, nos enfants ne peuvent plus aller à l'école, or que les élus mahorais, les Einam Dere et tout ça, se sont battus, il y a eu des morts, des femmes mortes, pour que la France, pour que Mayotte reste français et libre, pour que les Mahorais puissent vivre dans la dignité. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il fasse ce qui est nécessaire dans l'urgence pour sortir de cette crise actuelle. Donc on les laisse maîtres de leurs actions, de leurs décisions, pour qu'on ne se sente plus dans cette insécurité. On a une peur au ventre au jour le jour. Qu'on soit chez soi, on a peur de se cambrioler, de se faire cambrioler. Qu'on soit dehors, on a peur de se faire agresser. Donc nulle part à Mayotte, on est en sécurité. Et si on envoyait les mineurs isolés de Mayotte dans des centres spécialisés en métropole? L'idée a été émise hier par Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise au cours de son intervention à l'Assemblée nationale. Le député a proposé que les quelques 3000 mineurs isolés étrangers répertoriés à Mayotte soient envoyés en métropole pour être pris en charge dans des structures adaptées. La situation de ces jeunes est régulièrement pointée du doigt, mais le problème perdure à cause des difficultés de trouver des familles d'accueil ou d'adoption. Écoutez cet extrait. Que le gouvernement se penche aussi rapidement qu'il sera possible de le faire sur cette situation particulière des mineurs abandonnés, qui non seulement souffrent dans leur esprit et dans leur chair, non seulement sont dans un état d'exaspération et d'excitation, qui est peut-être le propre de la jeunesse, on le sait, au point que tout devient encore plus compliqué, mais surtout, qui pour nous est un défi moral, pour nous la France. Qu'est-ce que c'est? 4 000, 5 000 jeunes, nous dit-on, c'est énorme pour Mayotte. Mais pour la République française, qu'est-ce que c'est? 4 000, 5 000, Mayotte ne peut pas faire face toute seule. Il faut donc, par exemple, je le propose au nom de mes amis, qu'on accueille immédiatement la totalité des mineurs abandonnés qui sont sur Mayotte en métropole et qu'ils soient répartis immédiatement dans les familles d'accueil et les institutions qui pourraient les accueillir. Immédiatement. Cela est possible. C'est une action d'urgence. Elle ne représente pratiquement aucun effort pour nous. Elle serait décisive pour Mayotte, lui donnant en quelque sorte le sentiment d'être aidé au moment où il faut l'être. Et dans notre édition d'hier, nous avons diffusé l'intervention du porte-parole du gouvernement sur la situation de Mayotte. Je vous propose d'écouter la réaction du député Mansour Kamardine suite à ces propos. Il est au micro de Atoumani Simba. Je sais que dans les heures qui viennent, tout sera mis en œuvre par le gouvernement pour nous diviser, opposer la jeunesse à ses parents. Je veux dire aussi bien à cette jeunesse qu'à ses parents que ce qui se bat, cette bataille est une bataille juste. Restez unis si vous voulez, si vous souhaitez que le problème d'insécurité qui frappe les établissements, qui frappe les familles, qui frappe la rue un peu partout soit définitivement résolu, que les moyens soient mobilisés. Il faut que nous-mêmes nous soyons mobilisés. C'est pour cela que je vais demander à toutes et à tous, si les organisateurs vous demandent de revenir encore dans la rue, de grâce, venez plus nombreux encore que ce que vous avez fait ces 2 dernières fois, de façon à rendre un coup fatal au mépris que le gouvernement nous propose depuis 2 semaines.
Nous sommes le jeudi 8 mars, la journée internationale de la femme. Depuis ce lundi 5 mars, la médiathèque de Passamainté organise une exposition de photos dédiée à la femme, justement. Elle se termine ce samedi 10 mars. Cette année, les organisateurs ont voulu mettre en avant les femmes mahoraises sportives. C'est des images signées à Zora Abdou Café et à Sadir Azafisono. Je vous propose d'écouter leur interview. J'ai été bien accueillie dans le club où j'ai été, Chiconi. J'ai été très bien accueillie, donc j'ai appris là-bas et d'ailleurs j'y suis encore. La femme sportive est à l'honneur. En tant que sportive, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? C'est une très bonne chose. Notamment, nous, à Passamainté, on a plusieurs équipes. On a du basket, on a Inde. Donc, les filles, on a des gamines de moins de 14, de moins de 18. Elles évoluent dans le club. Donc, c'est parfait. Elles suivent l'exemple des grandes. C'est une très, très bonne chose. Et en cette occasion, nous vous proposons de découvrir ces femmes qui tiennent les barrages. Qui sont-elles? Éléments de réponse dans le sud avec Génial Atoumani et Géraldine Huy. Sur les barrages de Bandjelé, elle s'appelle Raadati, Maïmouna, Abouchia, Roukia ou encore Sakina. Elle travaille, sont épouse et mère de famille. Si depuis le début du mouvement contre l'insécurité à Mayotte, elles tiennent à être présentes, c'est aussi pour l'avenir des leurs et de leur île. On a agressé mon frère le samedi en début de soirée à Mamoudzou et on a volé ma voiture. Après, les voleurs, ils l'ont battu, l'ont laissé à terre, inconscient. Votre frère, le conducteur, il est toujours à l'hôpital, c'est ça? Il est déjà sorti, mais tous les jours, on est obligé de l'amener, avoir des séances de kiné et moralement, ça ne va pas. Maïmouna, 33 ans, travaille dans l'administration. Ici, d'autres sont enseignantes, aides-soignantes, femmes de ménage ou encore directrices d'établissement. Personne ne peut se rendre au travail, donc on s'occupe comme on peut des enfants, on s'organise comme on peut. Et puis pourquoi c'est important d'être là? Parce qu'aujourd'hui, au fait, la situation, c'est juste, elle est juste insupportable. Et votre mari dit quoi? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il accepte en fait, il accepte, il assume. Parce que c'est lui qui fait à manger, c'est lui qui récupère les enfants chez ma mère et il les garde, il assume. Le mari assume et encourage aussi, nous confie Raadati. Mon mari, il vit ça très bien, il comprend, il m'encourage de venir faire les barrages ici avec mes camarades. Je mets mon réveil à 2h45 du matin, comme ça sonne, je me réveille, je réveille tous mes collègues que nous sommes ensemble ici. Et puis je réveille aussi ma fille quand je sors de fermer la porte à clé pour sa sécurité. Roukia prête également main forte tous les jours quand son mari va aider à maintenir les barrages érigés dans le centre de l'île. La cause est devenue vitale pour eux. On ne dort pas tranquille dans nos maisons. Dehors, nous le sommes encore moins. On a tout le temps peur en fait. Quand nos enfants sortent de l'école, nous sommes soulagés de les voir rentrer. Et c'est donc pour ça qu'il était important pour nous d'apporter notre aide pour qu'une solution soit trouvée. Et en attendant de trouver la solution, les barrages de Bandjelé sont levés tous les soirs vers 17h30 au plus tard, d'après ces femmes que nous avons rencontrées. Ouvrons maintenant notre page consacrée aux élections législatives partielles dans la première circonscription avec Daniel Zaidani. Bonsoir. Bonsoir. Alors Daniel Zaidani, actualité très chargée. Est-ce que vous avez pris part à la concertation des élus, au travail fait par les élus ces derniers jours sur ce mouvement? Alors comme vous le savez, ça fait déjà plusieurs années que je suis très engagé politiquement puisque j'ai dirigé le Conseil général dès 2011. Et effectivement, les problèmes qui sont soulevés aujourd'hui sont des problèmes que nous avons, nous les élus, mis en avant très rapidement auprès du gouvernement. Malheureusement, il est vrai qu'il y a quelque part une déconnexion totale entre la vision qu'a Paris de Mayotte et ce qui se passe réellement. À plusieurs reprises, je l'ai déjà dénoncé sur ces plateaux en disant que la problématique, c'est que la réalité locale, nous les élus, nous la portons à Paris, mais malheureusement, en local, les représentants, les RG, la préfecture ne donnent pas forcément les bons éléments à Paris. Et à partir de là, tout est biaisé. Parce que vous avez d'un côté la parole des représentants de la population
et de l'autre, vous avez la parole du gouvernement. Mais ça, vous le savez depuis longtemps, vous nous le dites depuis longtemps, mais à chaque fois, rien ne change. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que ça change dans votre travail aujourd'hui avec le reste des élus? C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avons une grève qui est impulsée par la société civile. À partir de là, les élus doivent être solidaires. Pour ma part, j'ai participé dès le départ à ces mouvements-là, comme je l'avais fait d'ailleurs en 2011. Il faut reconnaître que la représentativité globale des élus dans ce mouvement global est relativement timide. Fort cette semaine, effectivement, mais timide depuis le départ. Aujourd'hui, nous avons un problème de fond. Nous sommes confrontés à l'avenir de Mayotte. Et l'avenir de Mayotte doit se faire sur des bonnes bases. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que le développement, le rattrapage économique de l'île est négligé. Si nous avons un nombre important d'immigrés, si nous avons un nombre important de retard en termes de construction scolaire, en termes d'amélioration des soins, c'est tout simplement parce que les politiques publiques qui ont été développées sur ce territoire ces 15 dernières années n'ont pas été à la hauteur des enjeux. La population augmente fortement, les moyens du territoire, les moyens de ce territoire doivent augmenter proportionnellement. Mais nous savons, nous le dites à chaque fois. Vous nous le dites à chaque fois. Vous dites que malgré ce constat, les élus n'ont pas été très représentés à ce mouvement. Pourquoi dans ce cas-là, alors que vous faites tous les jours le constat sur nos plateaux? Je ne peux pas parler au nom de tous les élus de Mayotte. Je vous parle en tant que Daniel Zaïdani, ancien président du conseil départemental, et Daniel Zaïdani, candidat aux élections législatives. Mon travail a été de mettre en place, lorsque j'étais président, des relations pour expliquer et faire en sorte que les bonnes bases pour pouvoir travailler sur Mayotte soient là. Aujourd'hui, nous avons les fonds européens pour pouvoir amorcer un rattrapage et pour pouvoir commencer un développement. Aujourd'hui, nous avons un aéroport qui a été construit, nous avons un port qui est en train de se développer. Il appartient maintenant d'aller améliorer le reste. Le reste, c'est tout ce qui est au niveau sanitaire, c'est tout ce qui est au niveau social, et c'est dans mon rôle de député que je souhaite agir. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'abord une parole forte à Paris. Parce que, regardez, nous n'attendons pas suffisamment de parlementaires s'exprimer. Encore dans ce journal, nous avons entendu Mélenchon s'exprimer, nous avons entendu Ratonneau s'exprimer, mais nous n'avons pas entendu suffisamment de parlementaires s'exprimer sur le sujet. Pourquoi les élus proches du gouvernement, proches de La République En Marche, restent inaudibles lors de ce mouvement? Parce qu'ils ont des choix à faire. Moi, je l'ai dit, je m'engage dans la politique pour être le porte-parole de la population. À aucun moment, je ne serai le porte-parole du gouvernement ou le porte-parole de Paris. Donc vous n'allez pas vous allier à La République En Marche? Je ne suis pas là pour défendre la politique gouvernementale. Je veux être élu de Mayotte, représentant les Mahorais au Parlement, pour parler des problèmes de Mayotte. Dans quel camp allez-vous vous situer dans ce cas-là à l'Assemblée nationale? Vous savez, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait que nous avons des élus dans la majorité, le problème. Le problème, c'est que nous ne les attendons pas suffisamment. C'est ça que nous leur reprochons actuellement. Nous attendons effectivement le député de l'opposition, Mansour Kabardine. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité que lorsque nous nous trouvons dans la majorité, qu'on ne s'exprime pas. Et c'est ça que la population reproche aux élus. Moi, je suis un élu centriste, et en tant que centriste, j'ai la possibilité, bien évidemment, de me retrouver dans la majorité présidentielle, comme de me retrouver dans l'opposition. C'est un choix personnel que j'effectuerai. Mais mon choix sera dicté d'abord par ma capacité à m'exprimer. On a bien compris. Justement, Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, propose d'envoyer des mineurs isolés en métropole. Est-ce que c'est une solution viable pour vous? Mais il a parfaitement raison. Cette solution, je l'ai déjà proposée à Paris. Mais bien évidemment, nous n'avons pas été suffisamment écoutés. Au contraire, au lieu d'être suffisamment écoutés, on imposait au président du conseil départemental, puisque je vous rappelle que c'est le président du conseil départemental qui a la responsabilité de loger et de suivre les mineurs isolés. Donc, de ce fait, nous avons été dépourvus sur l'île de Mayotte pendant plus de 10 ans de moyens. Pour preuve, l'année dernière, la précédente ministre de l'Outre-mer avait accordé au conseil départemental 60 millions d'euros pour cela.
Moi, aujourd'hui, j'encourage effectivement le président du conseil départemental à prendre ses responsabilités parce qu'il sait que ce n'est pas avec 60 millions d'euros qu'il va pouvoir accompagner la totalité de ces mineurs. Par contre, avec 60 millions d'euros, il a la capacité de pouvoir les envoyer en métropole à partir du moment où l'État entend le cri de Mayotte et la nécessité de mettre à l'abri ces enfants qui sont en danger. Parce qu'il faut le dire, si aujourd'hui nous avons une explosion de la délinquance, c'est parce que, bien évidemment, nous avons des mineurs qui doivent manger et qui doivent survivre et qui n'ont pas forcément ces moyens-là et qui doivent être éduqués. Donc, aujourd'hui, nous constatons que le défaut réel de Mayotte, l'insécurité, c'est la face visible des politiques néfastes en termes de suivi, de rattrapage économique. En parlant politique, 2011, l'année de la crise contre la vie chère, coïncide avec le tournant de la délinquance juvénile. C'est aussi le début de votre mandat en tant que président du conseil départemental. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui vous reprochent de n'avoir pas pris la situation au sérieux et de n'avoir rien fait? Je pense que ma réponse, je l'ai déjà donnée. La ministre de l'Outre-mer, Erika Barrette, l'a reconnu pleinement, c'est que lorsque nous avons délégué au conseil départemental cette compétence, il n'y a pas de moyen qui a été suivi, alors même que nous savions qu'en 2009, le conseil départemental était en situation déficitaire de 80 millions d'euros. J'ai redressé la collectivité justement pour donner la capacité au conseil départemental d'assumer ses responsabilités. Mais maintenant, il faut faire un constat de la réalité. Cette réalité, c'est 5000 mineurs qui traînent dans les rues. Ils ne doivent plus être dans les rues. C'est de la responsabilité de l'État parce qu'elle a failli dans ce rôle de contrôle des frontières. Merci beaucoup, donc, de ce fait, Daniel. je veux être le député de Mayotte pour porter la parole de Mayotte à l'Assemblée nationale et défendre dignement la dignité des Mahorais. Merci beaucoup, Daniel Zaïdani. Et j'apprends que nous avons l'intégralité de l'intervention du Premier ministre sur la situation de Mayotte. C'était au Sénat, suite à une question du sénateur Tani. Je vous propose de l'écouter. Merci beaucoup, chers collègues. La réponse est apportée par Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, les Mahorais font entendre leur colère. Ils sont inquiets pour leur sécurité et en premier lieu pour la sécurité de leurs enfants, pour la sécurité dans les écoles. Ils attendent des réponses. La première réponse est évidemment la sécurisation des écoles et ce dès la rentrée qui doit intervenir et qui interviendra lundi prochain. Toutes les dispositions ont été mises en œuvre pour faire en sorte qu'aucun élève, aucun enseignant, ni aucun agent travaillant dans les établissements ne soit menacé. 3 escadrons de gendarmerie mobile sont en cours de déploiement sur l'île, ainsi que des agents de sécurité et des médiateurs de l'éducation nationale. Des forces supplémentaires arriveront mardi. Avec Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous avons prévu une mobilisation totale des forces de l'ordre. Mais ça n'est pas suffisant, vous avez raison. Il faut aller plus loin et nos compatriotes attendent des réponses qui sont à la fois des réponses urgentes et rapides. En matière de sécurité, je l'ai dit, en matière de lutte contre l'immigration clandestine, en matière de santé, de logement, de transport. Des réponses rapides et urgentes, Monsieur le sénateur, à des problèmes qui ne sont pas récents. J'ai été chercher, car je les ignorais, les chiffres de l'explosion démographique que connaît Mayotte. Ils sont probablement trop méconnus et ils soulignent très clairement la difficulté considérable que nous avons à être à la hauteur de ces enjeux. Je voudrais en donner quelques-uns, vous les connaissez, pardon, Monsieur le sénateur, je voudrais les rappeler pour l'ensemble de la représentation nationale. En 1918, il y a un siècle, il y avait un peu moins de 15 000 habitants à Mayotte. En 1958, au moment de l'avènement de la Ve République, il y avait 67 000, un tout petit peu plus de 67 000 habitants sur l'île. En 2002, 160 000. En 2007, 186 000. En 2012, 212 000 et en 2017, 254 000. La vérité, Monsieur le sénateur, vous la connaissez parfaitement, vous la vivez, c'est que l'explosion démographique, à la fois sous l'effet de l'augmentation du solde naturel et liée à l'immigration clandestine, est absolument considérable, n'a aucun équivalent, et que, en termes d'équipement public,
elle impose un effort véritablement inouï. Alors, je ne dis pas ça, monsieur le sénateur, pour dire que rien ne peut être fait. Je le dis parce que je crois utile de rappeler que le mécontentement qui s'exprime aujourd'hui et qui doit être entendu, et qui est légitime, il ne naît pas d'une situation récente. Il naît de la construction d'une situation qui donne le sentiment de ne plus être maîtrisable. Comment est-ce que nous nous proposons d'y apporter des réponses, monsieur le sénateur? En travaillant avec les élus sur l'organisation institutionnelle et l'organisation des politiques publiques qui permettent de définir des solutions. Nous voyons bien, vous l'avez mentionné, la question de la maternité. Plus de 10 000 naissances par an, c'est 2 fois plus que la plus grande maternité parisienne. Comment est-ce qu'on organise cette question? Est-ce qu'on s'autorise à travailler sur un nouveau statut de cette maternité? Est-ce qu'on réfléchit aux transformations qu'il faudrait apporter en matière de droit et d'accès à la nationalité à cet endroit? Je mets tout sur la table, monsieur le sénateur. Mais je veux dire, monsieur le sénateur, que les appels au décasage, que les barrières ou les barrages qui seraient posés sur les routes n'apporteront rien aux habitants de Mayotte. Ils ne permettront rien. L'objectif, c'est de pouvoir travailler. Madame la ministre des Outre-mer se rendra sur place pour installer cette conférence que nous voulons engager avec les élus. Et puis, il nous faudra prendre des propositions en assumant les difficultés spécifiques auxquelles est confronté ce 101e département français. Je voudrais dire, pour terminer, un mot, monsieur le sénateur, car j'ai entendu des élus, des maires, exprimer l'idée selon laquelle ils ne participeraient pas à l'organisation des élections législatives qui sont prévues à une date qui a été fixée. Je veux le dire, monsieur le sénateur, je ne crois pas une seconde que des maires et des élus de la République puissent entrer dans ce jeu qui consisterait à ne pas participer à l'organisation d'un scrutin national. Mais je veux le dire aussi, monsieur le sénateur, l'État prendra toutes ses responsabilités, car il n'est pas envisageable que des élections législatives ne se tiennent pas à la date qui a été prévue. Je vous remercie. Merci. Voilà pour l'intervention du Premier ministre. Avant de fermer cette édition, une information de dernière minute. On vient d'apprendre à l'instant que le barrage de Bandrélé est levé. Une nouvelle pour les automobilistes qui peuvent désormais passer du côté de Bandrélé. Voilà, c'est la fin de cette édition marquée par la multiplication des barrages. La trêve a été de courte durée. Ce jeudi, les blocages ont vite repris. Ils sont même en augmentation. Une dizaine de barrages ont été signalés dans toute l'île. Et phénomène inquiétant, l'émergence de barrages sauvages ou tenus par des personnes qui sont hors du contrôle des leaders du mouvement contre l'insécurité. Dans un instant, Darwesh Daou pour le journal en maoré. Je vous donne rendez-vous demain à 13h. Bonne soirée à tous.